Je me retrouve pour la suite de mon livre La Maison des Morts. Je crois que ça fait exactement 1 an que j'ai commencé le livre. Je sais que je suis très longue, mais aussi parce que je suis à la fac. Je vais essayer de faire de plus longues lectures, même si c'est plus long à monter. Bref, passons. J'ai taillé cette citrouille moi-même. J'en suis hyper fière en vrai. Il y a une lumière à l'intérieur. Regardez. Mais je peux pas la mettre complètement dans le noir, sinon on voit plus du tout ma tête. Bon allez, trêve de blabla. On commence. On en était arrêté. Oui, donc maintenant ils ont un oiseau comme animal de compagnie. Clara et notre héros Toby. Il s'appelle Georgie l'oiseau. Et oui, surtout elle l'a embrassé. Clara a embrassé Toby pour la première fois. Donc apparemment elle l'a choisi, elle le préfère à Jack ou Tom. Mais qu'est-ce qu'elle fiche, dis-je. La température a baissé ces derniers jours et je me suis bien couvert pour sortir malgré tout. On écoule chaque fois que je me penche pour creuser la terre. Je ne me rappelle pas qu'il ait fait si froid un jour et j'ai vraiment envie de rentrer et de dormir toute l'après-midi. J'ai trouvé 3 verres que j'ai enveloppés dans du papier hygiénique et glissés dans la poche de ma veste. J'espère ne pas les écraser avant de pouvoir m'échapper et les porter à Georgie. Il est en train de le baptiser, marmonne Louis. Il passe son temps à la chapelle maintenant, explique Will, à commenter les histoires de la Bible, des trucs dans ce genre. Il ferme les poings pour les réchauffer. Mais toi, tu remarques plus rien, ajoute-t-il à mon adresse. Je réponds pas car il a raison. Non que j'accordais beaucoup d'attention à mon entourage avant, mais c'était différent. Maintenant, dès que je suis réveillée, je pense à Clara et à l'oiseau, à ce que la nuit apportera et tout le reste me semble irréel. Ça me plaît. J'ai l'impression de ne plus faire partie de la maison. En ce moment, c'est l'oiseau qui mobilise mon énergie. Je ne suis pas sûre que rester dehors par ce fichu froid et lui verser de l'eau sur la tête va faire du bien à Joe, poursuit-il. Le but du baptême n'est pas de le rendre meilleur, déclare Louis. C'est pour le présenter à Dieu en quelque sorte. Ashley, Joe, Harriet et 2 garçons d'un autre dortoir à qui je n'ai jamais parlé se sont rassemblés autour de la balançoire. Réveille-toi, Toby, dit Will. Ashley a sa propre bande maintenant. T'appelles ça une bande? Un tas de pauvres cons, ouais. Joe s'assoit sur une des balançoires et les autres baissent la tête pendant qu'Ashley parle doucement. Je n'entends pas ce qu'il dit, mais il a l'air sérieux et ses yeux sont clos. Le visage de Joe est couvert de taches à cause de la fièvre, et bien qu'il n'y ait pas de soleil, ses cheveux brillent parce qu'ils sont gras. La voix d'Ashley s'élève dans la cour alors qu'il verse de l'eau à partir d'une bouteille sur la tête inclinée en arrière de Joe. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'ensuivent 3 éclaboussures d'eau. La petite congrégation échange des sourires comme s'il s'agissait d'un remède magique pour soigner les déficients, puis Joe se lève et Harriet prend sa place. Je ne pense pas que Joe pouvait encore maigrir, et pourtant ses vêtements pendent comme s'il n'avait plus que la peau sur les os. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas encore monté au sanatorium? Dis-je entre mes dents. On dirait que Joe est malade depuis toujours. Je n'ai pas envie de voir la réalité de cette maison, de ce qui nous attend. Pas maintenant. Pas après le baiser que Clara m'a donné. C'est évident, non? Tiens, j'avais pas remarqué que Tom nous avait rejoints. Ce baptême a l'air de le contrarier autant que nous. Quelle que soit sa maladie, ce n'est pas ça. Nous tournons tous les 3 la tête vers lui. Même Louis, avec son super cerveau, n'y avait pas pensé. Tom hausse les épaules. Pour moi, il porte le deuil de son frère. Et bien sûr, ça l'a rendu malade. Quand mon frère est mort, j'ai attrapé la plus mauvaise grippe que j'ai jamais eue. Je suis restée clouée au lit pendant 2 semaines. Sur ces mots, il frissonne et pivote sur ses talons. Je rentre maintenant, ajoute-t-il. Albie est en train d'apprendre un morceau de guitare à Jack, et après il va m'initier à la batterie. La batterie n'a jamais aidé à séduire les filles, dis-je, incapable de me retenir. J'ignore s'il m'a entendu ou pas, mais il ne réagit pas et s'éloigne. Tu savais que Tom avait un frère qui était mort, demande Louis. Je plains sa pauvre mère, commente Will. On s'en fout. Mon ton est plus dur que je ne l'aurais voulu. Mais aussi pourquoi Tom nous a-t-il raconté un truc pareil? Je n'ai pas besoin de connaître ses malheurs. Je ne veux pas être désolée pour lui ni pour Joe. Je refuse qu'ils occupent mes pensées. Je ne parviens pas à monter les verres à Georgie. Quand nous rentrons, j'ai les mains et les pieds tout engourdis pour avoir regardé Ashley se livrer à sa stupide comédie dans le jardin, et voilà que soudain la cloche retentit. Nous devons tous retourner dans nos dortoirs où nous attendent les infirmières. Même Ashley, avec le bouclier religieux qui les brandit en permanence, n'y échappera pas. Prélèvement sanguin, annonce l'infirmière en enfilant ses gants en caoutchouc. Elle prépare une petite seringue tandis que nous sommes assis sur nos lits, figés de peur. Pourquoi ont-ils besoin de nous faire des prises de sang? Nous sommes tous des déficients, ils le savent déjà. Sommes-nous des animaux de laboratoire pour eux? Nous étudient-ils pour tenter de mieux comprendre le phénomène? Je regarde fixement l'infirmière, tandis que mon cœur bat à 100 à l'heure. Elle n'est pas très âgée, je parierais qu'elle n'a même pas 30 ans. Nous devons vérifier comment vous évoluez, dit-elle comme si elle lisait dans mes pensées. Quand elle enfonce l'aiguille dans la veine d'Ashley, Will devient tout pâle et ferme très fort les yeux. Louis, assis près de lui étreint la main. Je ne me souviens pas que l'un ou l'autre ait mentionné l'existence de frères ou sœurs à l'extérieur, mais ici ils sont frères. En tout cas, je ne veux pas que Will ait peur, et moi non plus.
Je ne souhaite pas me laisser impressionner, c'est pourquoi je décide de recourir à l'humour, histoire de détendre l'atmosphère. Est-ce que ceux dont les gènes sont les plus détériorés vont recevoir un badge? Et sur cette question, je décoche à l'infirmière le sourire le plus impertinent dont je sois capable, même si elle ne prend même pas la peine de relever la tête vers moi. Ou bien une étoile? Ou un beau A gravé dessus? Un diplôme de déficience? Je dresse un clin d'œil à Louis et Louis, et tous les deux esquivent un sourire. Tenez-vous tranquille, dit-elle en resserrant la pression sur mon bras tandis qu'ils y enfoncent l'aiguille. Je regarde mon sang rouge et épais remplir le petit tube. Ah, il a l'air tout à fait normal. Je ne note aucune différence par rapport à tous les tests que j'ai subis précédemment, ou à toutes les égratignures ou coupures qui m'ont fait saigner. Mais il est vrai que lors du dernier prélèvement, j'étais bien trop obsédée à l'idée d'aller à la fête de Julie McKendrick pour remarquer quoi que ce soit. Je déteste les aiguilles, murmure Will. Je vais passer avant toi, dit Tom. Tu me suis? Puis ce sera au tour de Louis, d'accord? Will acquiesce un signe de tête. J'ai un peu mal au ventre. Quand l'infirmière en a terminé avec Tom, j'entends la respiration de Will s'accélérer. Tom saisit alors le livre qu'Eleanor a donné à son jeune camarade et l'ouvre à l'endroit où la page est cornée. Et si je faisais la lecture, lui propose-t-il. Tu vas trouver ça débile, répond Will sur la défensive. C'est un livre pour enfants. J'ai envie d'entendre un passage, intervient Louis. Moi aussi, acquiesce Ashley. Et pendant quelques instants, j'éprouve presque de la gratitude envers lui. Vas-y, Tom, lis à haute voix. Nous formons une famille à présent, même si je m'en défends. Nous sommes le dortoir 4. Nous sommes solidaires. Ok, j'y vais. Tom prend une grande inspiration et commence à lire. Ce doit être vraiment une énorme garde-robe, pensait Lucie en continuant à avancer et à écarter les manteaux pour se frayer un passage. Puis elle remarqua que quelque chose venait de claquer sous son pied. Est-ce que ce sont encore des mythes se demande-t-elle dans son fort intérieur. Elle s'immobilisa alors pour tâter ce sur quoi elle venait de marcher. Mais au lieu de toucher le parquet dur et lisse de la garde-robe, elle entra en contact avec quelque chose de doux et poudreux et extrêmement froid. C'est très étrange, dit-elle, et elle avança d'un ou deux pas. C'est qui Lucie demande Tom. Il regarde Will. L'infirmière a préparé son aiguille, elle attend que ce dernier lève les yeux vers Tom. C'est une jeune fille qui, à cause de la guerre, a été envoyée dans une grande maison, en pleine campagne, avec ses frères et sa sœur. Will sursaute et je vois que Louis lui serre doucement la main. Ou alors c'est peut-être un esprit qui essaie de nous dire quelque chose. Genre j'avais pas de... J'avais... Pour faire ma bougie, j'ai regardé la vidéo de Squeezie. Référence ultime. Mais j'avais pas de fausse bougie comme lui à mettre à l'intérieur. Du coup j'ai mis une vraie bougie avec une vraie flamme. En plus vous avez pas l'odeur, elle sent le cramer. Tout simplement. Will sursaute et je vois que Louis lui serre doucement la main. Un peu comme nous, dis-je. Et Will hoche la tête. Sa lèvre supérieure tressaille légèrement, mais l'infirmière est rapide et elle retire bientôt l'aiguille, puis pose une étiquette sur son tube et le place avec les autres. Lucie est la plus jeune, dit Will en reniflant. Tom lui redonne son livre et le regarde fixement, pendant que c'est à Louis de se faire prélever du sang. Je remarque que Will tremble toujours un peu. Je repense avec quelle décontraction je me soumettais au test à l'école tous les 6 mois. Ça ne devait pas être la même chose pour Will. Je parie qu'il tremblait de peur un mois à l'avance. C'est un livre intéressant, dit-elle. Ma grand-mère me le lisait quand j'étais enfant. Puis elle sort du dortoir et nous en restons bouche bée, les yeux toujours rivés à la porte qu'elle vient de refermer. Les infirmières ne nous font jamais de telles confidences, jamais. Tu sais, je crois qu'il va mieux, me dit Clara. Georgie est en train de manger le dernier ver de terre que j'ai trouvé pour lui cet après-midi. Il est un peu écrasé et du papier hygiénique est resté collé dessus. Ce soir, nous n'avons pas escaladé le mur. L'île est recouverte d'un épais manteau de brouillard glacé, et même s'il aurait été amusant d'aller explorer, nous préférons passer du temps auprès de notre oiseau. Nous avons posé la boîte sur le dessus des couvertures que nous avons apportées de nos dortoirs pour nous tenir chaud. Je suis désolée, mais je n'ai rien d'autre, lui dit Clara, lorsqu'il ouvre son petit bec, en quête d'autre nourriture. Elle lève la tête vers moi. Visiblement, il préfère les vers au pain, ajoute-t-elle. J'effleure la tête fragile et chaude de Georgie. Ses plumes sont douces, et il ne tremble plus comme le premier soir où nous l'avons déposé dans sa boîte. Il est toujours enveloppé dans mon sweatshirt à capuche, mais il n'a plus peur de nous. Il darde ses yeux noirs sur Clara, puis sur moi, de nouveau sur elle, et quand il comprend qu'il n'obtiendra rien d'autre de nous, il s'installe confortablement dans la chaleur de son lit. Nous lui avons une nouvelle fois nettoyé l'aile avec un peu d'eau chaude et du savon pour enlever le pus qui sort de l'entaille, et dont il ne cherche pas à se débarrasser. Je pense qu'on l'a un peu apprivoisé. Il a l'air plus heureux et il mange. Il se peut donc que Clara ait raison et qu'il aille mieux. L'idée me réchauffe le cœur, même si elle représente aussi une nouvelle craquelure dans les défenses que j'ai construites avec acharnement depuis mon arrivée ici. Je suis en train de redevenir moi-même.
Je veux lutter contre, je devrais lutter contre, mais ici au cœur de la nuit, en compagnie de Clara, c'est plus fort que moi, je ne m'y résous pas. Si seulement on pouvait demander de la pommade aux infirmières pour en appliquer sur sa plaie, dit-elle. Nous avons déjà cherché un kit médical dans la maison, mais sans succès. La seule chose que nous ayons, ce sont des sparadraps bleus dans la cuisine. Tu sais bien que c'est impossible. Je caresse de nouveau la tête de Georgie. Tu avais des animaux chez toi demande-t-elle. Non. Nous avons placé nos oreillers contre le mur derrière nous pour faire une sorte de canapé par terre, mais je sens malgré tout le froid qui s'immisce en moi. Je remonte un peu les couvertures et Clara se blottit contre moi. Ma mère était allergique à la fourrure des animaux, finis-je par préciser. Et toi, tu en avais? Oh mon Dieu, non! Un animal qui fait des saletés partout dans la maison? Elle a contrefait sa voix qui est du coup plus aiguë et affectée. J'en déduis qu'elle imite sa mère. Impossible. Il aurait laissé des empreintes de pattes et des poils partout, poursuivit-elle en riant. J'aurais un peu mieux compris la réaction de ma mère si c'était elle qui avait fait le ménage. En l'écoutant, me dit que j'aurais aimé haïr la mienne. Moi aussi, ça aurait été plus facile. Je suis obsédée par tout ce que je ne lui ai pas dit, des choses gentilles. Eh bien, tu vois, nous avons un animal domestique maintenant. Et comme s'il m'avait compris, Georgie agite son aile indemne. Mais je ne veux pas qu'il soit un animal domestique, se récrie Clara. Je veux qu'il guérisse et qu'il s'envole. Il faut qu'on redouble les soins. Je me demande pourquoi elle nous a parlé. Elle ne nous parle jamais. La remarque de Clara m'a fait repenser à l'infirmière. Jusqu'à présent, elles ne se distinguaient pas les unes des autres à mes yeux. Mais maintenant, l'une d'elles incarne une vraie personne. Après les prélèvements sanguins, Will a lu son livre jusqu'à l'extinction des feux, tandis que Louis, curieux, jetait de temps à autre un coup d'œil par-dessus son épaule. Je crois qu'il lisait les pages en quelque sorte, alors qu'une éternité semblait s'écouler avant que nous n'entendions Will en tourner une. Ce n'était pas un livre très épais, mais je suppose que c'était plus que Will n'avait jamais lu de toute sa vie avant. À présent, il ne lit pas seulement parce que Eleanor l'a bien aimé, mais aussi à cause de l'infirmière. Le livre représente le lien qui l'unit à elle, à ce moment où dans le dortoir, elle s'est confiée à nous. Qui aurait cru que quelques mots de la part d'un adulte représenteraient une telle différence? J'imagine qu'elle est désolée pour nous. La voix de Clara est douce, mais pour la première fois, elle semble méditer sur notre situation. Ça doit être bizarre pour elle aussi, poursuit-elle. Je me demande sur quels critères elles sont choisies. J'ai toujours pensé que c'était des psychopathes. Tu sais, le genre sans sentiment. Elle glousse. Matron, oui, peut-être. Et l'infirmière qui transporte les malades au sanatorium. Pour les autres, j'en suis moins sûre. Tu crois qu'elles font des fêtes parfois avec les profs? Ou des jeux de rôle? De nouveau, elle se met à rire. Ils échangent peut-être leur uniforme, enchaîne-t-elle. Tu portes le mien et je serrai le tien. Et après, hop, ils s'en vont en l'air. Soudain, j'ai les joues qui me brûlent et je me sens mal à l'aise. Clara est une fille et les filles ne sont pas censées parler de ça. De ce genre de choses qu'on voit sur internet. À l'idée qu'elle ait pu regarder des pornos, je ne sais pas où me mettre. Tu me montreras qui c'est alors, demande-t-elle. Qui? L'infirmière en douille. Ah, ok, lui dis-je, même si je me demande comment ce serait possible étant donné que nous ne nous parlons pas durant la journée. Bah, si je la vois. De toute façon, tu es toujours avec Jack. Les mots surgissent de nulle part. Je n'arrive plus à réfléchir car mon cerveau bouillonne d'images, de Clara et de photos pornographiques. Les filles ne pensent pas au sexe, enfin pas aussi souvent que les garçons. Tu passes tes journées au lit, me reproche-t-elle alors. Tu devrais moins dormir. Je suis sûre qu'ils mettent des médicaments dans la nourriture ou la boisson pour qu'on reste calme, mais quand même, ce n'est pas une raison pour dormir tout le temps. T'es pire qu'une tombe. Et moi, je ne sais pas comment elle fait pour dormir si peu alors qu'elle reste éveillée la plus grande partie de la nuit. Elle doit fermer l'œil au grand maximum 3 heures. De toute façon, ajoute-t-elle, c'est plus prudent comme ça. Prudent? Je ne veux pas que les autres se rendent compte de quoi que ce soit. Si on passe trop de temps ensemble, on finira par se trahir. Touché. Ce serait dangereux que les autres soupçonnent quelque chose, et pire encore s'il s'agissait des infirmières. Notamment celle qui nous a parlé. Je suis très méfiée envers elle. Pourquoi a-t-elle voulu être gentille? Qu'a-t-elle en tête? Il faut que j'essaie de ne plus penser à elle. Exact, dis-je. Jack est vraiment un salaud. Non, c'est pas vrai. Pas avec toi peut-être parce que tu lui plais. J'ai prononcé ces mots d'un ton mi-moqueur, mi-accusateur, et maintenant j'ai envie de rentrer sous terre. J'ai vraiment raté une occasion de la fermer. Avant que tu arrives, il l'était vraiment et voulait imposer sa loi. Je t'assure que ce n'est pas ce genre de mec avec moi, insiste-t-elle. Je crois juste qu'il a une vie merdique, je veux dire, avant d'atterrir ici. Je pense soudain à ses parents qui ne l'ont pas couverte d'affection. Toi aussi? Ce n'est pas pareil, la sienne était bien plus angoissante. Ouais, peut-être. Je me demande alors en quoi cette demeure est différente de la maison de redressement qu'a fréquentée Jack. Il devait être très jeune quand il est entré. Peut-être avait-il l'âge de Louis. Il n'a pas dû jouer les caïds là-bas. Mais au moins il s'en est sorti. La boule noire logée dans mon estomac se contracte. C'est quand même un con, dis-je entre mes dents. On dirait que t'es jaloux. Elle se penche vers moi, l'air surpris. T'es jaloux toi, Jack? Insiste-t-elle. Décidément, rien ne se passe comme je le voudrais, et alors que je boue à l'intérieur, je me contente de hausser les épaules. Pourquoi je serais jaloux? Pour moi, c'est une tête de con, c'est tout.
Au fond, t'as peut-être raison, mais à quoi bon perdre du temps à détester les autres? On devrait plutôt tous chercher à s'entendre. Je suis à court de réponse. Pour être honnête, je ne vois pas l'intérêt de chercher à aimer les autres ici. Et puis ce qui me tracasse surtout, c'est qu'elle n'a pas relevé quand je lui ai dit qu'elle plaisait à Jack. Peut-être que c'est réciproque. D'ailleurs, ce n'était pas un véritable baiser, il aurait tout à fait pu être considéré comme amical. Oh, et puis qu'est-ce que j'en ai à faire? Dans sa boîte, Georgie se met à gazouiller, puis il sautille sur mes genoux avant de braquer son regard sur moi. Il incline alors la tête de côté. Je ne peux m'empêcher de rire. Tu vois, me dit Clara en souriant. Elle est d'accord avec moi. Peut-être aussi qu'il pense, comme moi, que Jack est un con. L'oiseau tourne la tête dans l'autre sens et se met à pousser 2 séries de pépiments. Tu vois, me dit Clara en souriant. Elle est d'accord avec moi. L'oiseau tourne la tête dans l'autre sens et se met à pousser 2 séries de pépiments. Cette fois, nous éclatons de rire en chœur. Comme contrariée, Georgie commence à donner de petits coups de bec à la couverture. Je savais que si je rencontrais quelqu'un, cette première nuit, ce serait toi, dit-elle en contemplant l'oiseau, un sourire aux lèvres. Je t'avais observé à l'heure du thé. Tu étais le seul qui me regardait comme si j'étais une idiote, et pas une nouvelle. Et puis tu n'es pas venu dans la salle de jeu pour regarder le film, alors qu'ils étaient tous là, même ce pauvre Ellory. Tout le monde était curieux d'en savoir plus sur Tom et moi. Du sang neuf venait d'arriver. Elle s'exprime tranquillement, se rappelant les faits. Il ne m'était jamais venu à l'idée qu'elle m'avait remarqué avant qu'on se croise la nuit dans la cuisine. J'étais contente que ce soit toi, poursuivit-elle tandis que je l'écoute en silence, mais le cœur battant aussi vite que celui de l'oiseau, la peau brûlante. Même si ma présence avait vraiment l'air de te faire chier. Non, c'est pas ça, dis, c'est juste que... Arrête, j'ai bien vu que tu étais décidée à me haïr. Elle me sourit. Je sens mon estomac m'élancer légèrement. Je savais que je finirais par t'amadouer, tu sais, ajoute-t-elle. Demeurons silencieux quelques instants, à regarder l'oiseau effectuer des petits bonds dans l'obscurité, tête penchée. Il est si léger que je le sens à peine sur la couverture. Est-ce que t'avais déjà eu une vraie copine me demande-t-elle. J'ai envie de lui répondre que oui, j'en ai eu des tas. Mais je me rappelle où nous sommes et je ne vois pas l'intérêt d'inventer, d'autant que je déteste le mensonge. Pas vraiment. Rien de sérieux, une ou deux comme ça. Aucune fille ne t'a brisé le cœur. Comme il est étrange d'évoquer ce sujet. Jonesy et moi ne parlions jamais de filles, enfin pas directement. On se confiait juste nos exploits ou nos échecs, ou à défaut nos envies et nos dégoûts. Et tu n'as laissé aucune malheureuse derrière toi, insiste-t-elle. Je pense à Julie McKendrick, une fille qui appartient à mes rêves, un fantôme. Non. Et toi? T'as déjà eu un vrai copain? En réalité, je ne sais pas ce qu'elle entend par cette expression. Qu'est-ce qu'est vraiment une vraie petite amie? Ça signifie qu'on a fait quoi ensemble? Avec le père que j'avais, et en fréquentant une école de filles? Elle secoue la tête. Non, comme pour toi, un ou deux à essayer, mais c'était des garçons qui plaisaient à mes parents, pas à moi. Bah ici au moins t'as Jack? Je déteste ces imaginés ensemble. Jamais je n'ai ressenti un sentiment aussi vif depuis que je suis arrivée au manoir. Cela me déplaît bien plus que l'idée que Julie McHenry puisse sortir avec Billy, car je n'ai plus l'impression que Julie soit une personne réelle. Oui, c'est vrai, dit-elle. À ces mots, mon ventre se contracte violemment. Je regrette que nous n'ayons pas affronté le brouillard et ne soyons pas allés à la grotte, finalement. J'aurais préféré ne jamais avoir eu cette conversation, et même que Clara n'ait jamais mis les pieds ici. Je veux revenir au dortoir et me retrouver seule. Soudain, elle éclate de rire. Alors toi, ce que tu peux être dur à détendre parfois. J'aime bien Jack, mais il ne me fait pas fantasmer. Ce n'est pas à lui que j'ai posé des questions sur ses copines. Je la regarde interloquée. On dirait que plus rien ne fonctionne dans ma tête. J'entends comme un bourdonnement à l'intérieur et j'ai l'impression que mon sang part dans toutes les directions à la fois, provoquant le tumulte de mes émotions. Avant que je n'aie le temps de prononcer un mot, encore que je ne sais pas si j'ai quoi que ce soit à dire, elle se penche vers moi et m'attire à elle par le col de mon pyjama. Nos nez s'entrechoquent, je suis trop maladroit pour éviter la collision, et puis elle incline la tête de côté et m'embrasse. Ce baiser ne ressemble pas du tout à l'autre. Cette fois, bien que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je sens que je vais exploser. Tout mon corps tremble, mon visage est chaud sous la paume de ma main, et je glisse nerveusement autour de sa taille. Elle sent bon. Son odeur rappelle le linge frais, conjugué à quelque chose de vivant et de terrestre. Sa langue est brûlante, et charrie un léger goût mentholé de dentifrice quand elle l'emmêle à la mienne. On s'embrasse pendant une bonne minute, ou une éternité, et quand on se détache l'un de l'autre, je n'arrive plus à respirer, j'ai le corps en feu. Tout vibre en moi. Waouh, finis-je par articuler. Elle glousse. T'embrasses bien, dit-elle. Toi aussi, tu te débrouilles pas mal, rétorque en essayant de retrouver le contrôle de mes émotions. Soudain, un petit gémissement s'élève entre nous et casse l'ambiance. Oh, le pauvre Georgie. En nous embrassant, on s'est rapprochés l'un de l'autre et la couverture l'a recouvert de sorte que son petit bec émerge quelque part entre nos jambes. Clara le soulève délicatement et le replace dans sa boîte. Il tourne la tête d'un côté puis de l'autre. Elle hérissée, couinant comme s'il nous réprimandait de l'avoir oublié. Il se met à rire de bon cœur. Je me sens bien, incroyablement bien, vivant.
Il ne faut pas qu'on tarde à regagner nos dortoirs, prévient-elle. J'acquiesce d'un hochement de tête. Prends tes affaires et vas-y, dit-elle. Je vais remettre Georgie dans son placard. Un vent de panique s'empare de moi. Je ne peux pas me tenir debout devant elle, pas dans un pyjama aussi fin, étant donné l'état qui est le mien. Si nous étions allés dans la grotte, au moins le problème ne se serait pas posé car j'aurais mis mon jean. Elle m'embrasse encore, un baiser doux et rapide, et tout mon corps me fait souffrir. Et puis, soit dit en passant, t'es plus mignon que Jack, déclare-t-elle. Et plus drôle. De nouveau, elle éclate de rire. J'aime le son de son rire. J'aime la façon dont ses cheveux retombent, telle une crinière autour de son visage. J'aime l'énergie qui se dégage de sa personne. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait qu'elle m'apprécie. Elle plie rapidement sa couverture, prend son oreiller et se dirige vers la porte. Je la regarde s'éloigner, ses jambes nues ne m'aidant en rien à contrôler les pulsations de mon corps. Elle s'arrête sur le seuil. C'est bizarre, non, dit-elle. Tu seras mon premier vrai copain et aussi mon dernier. Elle a soudain un air mélancolique et ajoute c'est bizarre, mais merveilleux, comme ça doit être. Et puis elle s'éclipse, happée par le corridor, me laissant tout tremblant et désemparé, seul dans la nuit. Mon premier vrai copain. Ce sont ces mots. J'ai entendu 2 enfants du dortoir 2 en parler dans la salle de jeu, affirme Louis. Ils disaient que c'était un miracle et qu'ils allaient peut-être se faire baptiser eux aussi. Quel ramassis de conneries, dit Tom en reniflant. Nous regardons tous la nouvelle affiche dans le hall. Elle est très colorée avec sa colle à paillettes aux 4 angles. Où est-ce qu'Ashley a déniché ça? Pourquoi y a-t-il ce genre de matériel au manoir? Qui l'a acheté? L'écriture est large et presque artistique, les lettres formant une boucle à la fin de chaque mot. Le message annonce une messe de célébration pour la guérison de Joe. Je me demande si ce n'est pas Harriet qui est vraiment en charge des affiches. Tom a raison, ce sont vraiment des foutaises, et ça n'a rien à voir avec un fichu miracle. Joe s'est remis de sa grippe, c'est tout. Vous croyez pas qu'on devrait l'enlever avant que Jack la voie, demande Will. Pourquoi? Jack ne va rien faire contre la chapelle d'Ashley. Il n'est pas stupide, déclare Louis. Il sait que Matrone la prendrait. Et puis, qui s'intéresse à la vie de Jack, de toute façon? D'ailleurs, s'il veut s'attaquer à Ashley, on n'a pas à se mêler de cette histoire. Pourquoi les gens sont aussi stupides, marmonne Tom. Je hausse les épaules. En réalité, je ne suis pas vraiment avec eux puisque je ne cesse de revivre encore et encore le moment merveilleux où Clara m'a appelé son copain. Je me concentre aussi pour ne pas arborer un sourire béant en permanence. Oublions tout ça et faisons autre chose, dis-je. Et si on regardait un film, par exemple? Moi, j'ai envie d'aller traîner dans la salle de musique, décrète Tom d'un ton décontracté. En réalité, il veut y aller parce que Clara s'y trouve. Je me mords la langue pour ne pas lui hurler qu'il perd son temps, parce que c'est ma copine. Toi, tu vas dormir, j'imagine, me dit Will en soupirant. Non. Pour une fois, je suis pas fatiguée, bien au contraire, je me sens débordée d'énergie. Ah bon? On a trouvé un vieux jeu de société hier, enchaîne Will avec enthousiasme. Ça s'appelle Escape from Colditz. Et c'est vraiment excellent. J'ai jamais entendu parler. Avant, je sortais mes jeux de société uniquement quand grand-mère venait nous rendre visite à Noël. Ce serait encore plus drôle d'y jouer à plus de 2, précise Will. Lui et Louis se mettent à me regarder avec insistance. Ok, dis-je, allons-y. Au fond, pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais faire sinon? Rester allongé sur mon lit à compter des heures interminables avant que tout le monde soit endormi et que Clara et moi puissions nous retrouver? Si je joue, le temps passera plus vite. Finalement, ce n'est pas un jeu si nul que ça. Louis et Will me font rire, et l'heure de la dernière collation arrive sans que nous nous en rendions compte. Du regard, Will cherche la fameuse infirmière, mais elle n'est pas au buffet ce soir. Elle s'y trouvait ce matin et il lui a souri en allant chercher ses toasts avant de revenir convaincu qu'elle lui avait adressé un petit signe de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais puisque Will y croit, c'est le principal. Il est jeune, sa mère lui manque. C'est le seul d'entre nous qui l'ait avoué, après que Henry était tombé malade au début. Ce dernier nous a retiré toute envie de parler de nos mères. Ces cris cauchemardesques nous ont tous tétanisés. À part l'effroi que la scène nous a causé, je ne me rappelle plus dans les détails ce qui est arrivé à Henry. J'ai l'impression que ça remonte à une éternité, alors que c'était il y a quelques semaines à peine. Je crois qu'à la suite de cet événement, ils ont augmenté les quantités de ce qu'ils versent dans nos boissons. Je parie que le matin suivant, nous étions tous extrêmement calmes. Parfois, je me demande pourquoi ils ne nous donnent pas des doses plus fortes de tranquillisants pour que nous soyons toujours dans cet état d'apathie. Mais peut-être qu'ils nous étudient comme des rats de laboratoire, nous, les quelques élus, les rares déficients, les témoins d'une terrible époque qui a presque failli engloutir le monde. Ces pensées engendrent généralement chez moi une sorte de panique tranquille et terrible à la fois. De la peur du néant, du sanatorium, du changement, de la certitude, de la non-existence qui m'attend, mais curieusement cette fois, rien de tout ça ne se déclenche. Encore plus étrange, j'ai envie de rire. Les forces obscures ne sont pas très attentives. Elles ne savent rien de Clara et de Georgie. Nous leur avons échappé. Je suis en vie et heureux, c'est tout ce qui compte. Lorsque nous nous mettons au lit, Ashley affiche son air suffisant. C'est vrai qu'il a de bonnes raisons de l'être. Comme je n'ai rien changé à mes habitudes et que j'ai pris un long bain après le thé,
Ce sont Will et Louis qui m'ont rapporté que la salle de jeu où l'on projetait le film était en partie désertée en raison de la fameuse messe de célébration. J'ai entendu dire qu'il y avait un gamin malade dans le dortoir 3, déclare Tom à l'adresse d'Ashley qui est en train de détendre sa serviette sur le dos de sa chaise. Tu vas le guérir, Jésus ? Ne m'appelle pas comme ça, c'est irrespectueux, dit-il, sans regarder Tom. Je n'ai pas prétendu que j'avais guéri Joe, j'ai juste constaté qu'il allait mieux. C'est irrespectueux juste si on y croit, marmonne Louis. Il écoute à moitié la conversation tout en lisant par-dessus l'épaule de Will. Mais j'imagine que tu ne racontes pas à tes disciples que ce n'est pas un miracle, ajoute Tom. Ses yeux sont assombris. Normalement, c'est moi que ce genre de baliverne insupporte, mais cette fois, Tom est bien plus remonté. Je ne leur dis pas non plus que c'en est un, se défend Ashley. Il a eu la grippe, c'est tout, et toi, tu clames à tout va sa guérison. Tu donnes des espoirs à ces pauvres gosses parce que tu espères qu'ils vont croire à tes conneries. Will plonge un peu plus sonné dans son livre. Il n'est pas doué pour les disputes. Il aime bien les plaisanteries, il peut se moquer en douce d'Ashley, mais pas de manière frontale. C'est toi qui dis que je le clame. Moi, je voulais juste souligner le fait qu'il allait mieux. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Et puis pourquoi ne pas donner de l'espoir aux gens si ça apaise leur peur ? Ashley est plus malin que je ne le pensais. Même si son impassibilité me donne envie de lui ficher mon poing sur la figure, tout comme à Tom, je suppose. Parce que c'est des conneries et tu le sais. Tu cherches juste à exercer un petit pouvoir minable sur eux. Tout d'un coup, un trou comme toi a enfin des gens qui l'écoutent, c'est inespéré. En quoi ça te gêne ? Pourquoi est-ce que ça t'énerve à ce point ? Et si on se calmait, là, dis-je tout d'un coup en m'asseyant et le regardant tous les deux. Arrêtons de penser à tout ça. C'est une perte de temps, non ? On devrait au contraire essayer de s'amuser autant qu'on peut. Un silence s'ensuit et toutes les têtes se tournent vers moi. Même Will lève les yeux de son livre. Monsieur Rouchant qui dort toute la journée a perdu la boule, ma parole ! S'écrie finalement Louis d'un ton pince sans rire, ce qui fait glousser Will. De quoi tu penses qu'on essaie de te convaincre, Will et moi, depuis qu'on est arrivés ici ? Je ne peux m'empêcher de sourire, pour croire que j'apprends lentement. Tom émet un vague grognement et grimpe dans son lit. Il n'a pas l'air particulièrement heureux, mais au moins, il a arrêté de harceler Ashley. Je suis désolée pour Tom. Je comprends sa colère, j'éprouvais la même avant l'arrivée de Clara. Une plus forte encore, sans doute. Parfois, la rage représente le seul moyen d'échapper à la peur. Si je n'avais pas Clara et la perspective de passer les nuits avec elle, je crois que j'aurais déjà frappé Ashley. Je sais pourquoi Tom hait la chapelle, pour les mêmes raisons que les miennes. Non parce que cela signifie que l'on croit en un dieu ou en un être supérieur, car son existence souligne le fait que la fin est proche et force à considérer l'après, il est déjà assez difficile de ne plus trop penser à l'avant, alors se projeter dans l'avenir est carrément effrayant. Si on ne croit pas au ciel, le spectacle d'Ashley brandissant sa Bible et arborant un air supérieur de celui qui n'a pas peur nous rappelle constamment ce qui nous attend. Et personne ici n'a besoin de telles démonstrations. C'est si difficile de profiter du moment présent. Si la maison des morts m'a appris une leçon, c'est bien celle-ci. Encore qu'à y réfléchir plus précisément, ce n'est pas elle, mais Clara. Tu crois qu'il est malade ? Me demande Clara, l'air inquiet. L'aide de Georgie sent mauvais et du plus soin de la plaie quand j'essaie de la nettoyer. Il n'est pas aussi alerte que d'habitude et je sens que sa tête est brûlante sous mes caresses. Possible, mais c'est un petit gars robuste, il va s'en remettre. Comme s'il approuvait le propos, Georgie pousse un léger pépiment, ce qui rassure un peu Clara. Je n'ai pas envie qu'elle passe toute la nuit à le regarder à se morfondre. S'il est malade, on aura beau le contempler, il ne guérira pas pour autant, en tout cas pas cette nuit. Et puis, Clara ne m'a pas encore embrassée. Ce n'est pas bien, je sais, mais ça me tracasse plus que l'état de notre oiseau. Est-ce que je ne suis pas encore son copain ? Aurait-elle changé d'avis sans oser me l'avouer ? Les doutes m'assaillent. Pourquoi ne m'a-t-elle pas embrassée ? Je sens mon cœur se fissurer en 1000 morceaux qui retombent en crachant dans mon estomac. Il ne pleut plus. On pourrait sortir, dit-elle. On reviendra voir comment il va en rentrant. Elle ne se fait pas prier. Clara est une boule d'énergie qui a besoin de grands espaces, de liberté. Elle ne peut pas rester enfermée dans une maison qui, en dépit de sa taille, n'en demeure pas moins synonyme de claustrophobie. Bonne idée. Et elle se lève d'un bond pour me donner un baiser sur la bouche. C'est fugace, mais assez pour que mon cœur se mette à battre à 100 à l'heure et que des frissons électriques me parcourent la peau. Alors vous êtes beau gosse, ajoute-t-elle. Je me sens soudain complètement euphorique, et pourtant une partie de moi-même a envie de rester à l'intérieur pour l'embrasser et la caresser, sentir ses doigts sur mon corps. Cependant, je suis trop timide pour le lui avouer, et surtout, je ne veux pas l'effrayer. Il ne faut pas qu'elle sache que je pense à elle, en permanence, et que je nous ai imaginés nus tous les deux. J'ai l'impression que mes pensées sont écrites sur mon visage chaque fois que je lui souhaite bonne nuit, car je tremble et j'ai le souffle court. Je ne peux pas m'empêcher de nourrir des idées déplacées, alors que je sais pertinemment que je ne devrais pas. Sortir est sans doute une bonne idée, ça me permettra de me calmer. Il ne pleut pas, mais la nuit est froide et nuageuse, et la lune me perce que de temps à autre pour déverser sa lune argentée sur l'asphalte. Cependant, l'obscurité ne nous dérange plus vraiment. Nous connaissons à présent le paysage de l'île, comme s'il nous appartenait. Je n'éprouve même plus de nervosité quand nous escaladons le mur, juste de l'excitation à l'idée de déserter de nouveau le manoir. Nous marchons main dans la main.
sur le tarmac bosselé et nous nous acheminons vers la mer. Nous ne portons de gants ni l'un ni l'autre et nos doigts sont gelés. Je ne lui lâche pas la main alors que nous reniflons, parce que nous découle, que nous rions et que nous racontons des bêtises. Je me sens libre avec elle. Tout le reste s'estompe. Nous ne nous dirigeons pas vers la grotte, pas tout de suite. Nous nous taisons lorsque nous nous rapprochons du bâtiment de couleur bleue, dans le petit port. Nous restons sur le bas-côté de la route en nous efforçant de nous faire aussi discrets que possible, juste au cas où. C'est Clara qui voulait venir jusqu'ici pour inspecter l'endroit de plus près. Et bien que comme toujours je meurs de peur qu'on nous surprenne, je ne peux pas nier que j'éprouve une certaine exaltation à l'idée d'approcher cette petite bâtisse, sachant qu'il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur qui pourrait nous voir et nous attraper. « Viens » murmure Clara. Puis elle m'étreint la main plus fortement et nous nous baissons tout en marchant sur les galets qui entourent la maison. Même dans la pénombre, on voit que la peinture s'écaille sur le mur. Des éclats de beige sont visibles ici et là, en raison de l'érosion causée par le vent et la pluie qui remonte, à bien plus loin que je ne peux l'imaginer. Un logis abandonné sur une île déserte où résident des enfants oubliés du monde. On dirait presque le début d'une histoire d'aventure. Peut-être que c'est le cas, celle de Clara et la mienne. Nous agrippons le rebord blanc de la fenêtre qui s'effrite et regardons prudemment à l'intérieur. Mais comme il fait noir, la vitre nous renvoie juste nos propres reflets, semblables à des fantômes gris. Je presse le nez contre le carreau et plisse les yeux. Dans un angle, j'aperçois, il me semble, une vieille cuisinière. Il y a aussi un évier. Clara désigne l'étage du menton. La chambre doit être en haut, si quelqu'un habite là. Elle se déplace de façon féline, fait le tour de la maison, et je la suis conscient des crissements que produisent mes baskets. Il n'y a pas de vent, et la mer est calme. Elle émet à peine un murmure quand elle vient chatouiller le rivage. Voilà pourquoi le bruit de mes pas semble trancher sur le silence. Je n'arrive pas à croire que personne ne m'entend. Mais comme la maison reste plongée dans l'obscurité, je commence à penser qu'elle est peut-être vide. Clara et moi pourrions en faire notre antre, un refuge confortable. Regarde, dit-elle en désignant la porte arrière. Une paire de chaussures est soigneusement posée sur la marche. Quelqu'un habite ici, poursuit-elle. Ce sont des bottes d'homme. Elles sont usées et lourdes, et leurs semelles épaisses sont maculées de boue. J'essaie d'imaginer celui qui les a retirées et laissées ici. Où est-il à présent? Où a-t-il pu bien aller? Comme c'est bizarre de se figurer qu'une autre personne est en train de se promener sur l'île. Mais au fond, peut-être que les professeurs et les infirmières le font elles aussi. Oui, il est tout à fait possible qu'ils s'éclipsent l'après-midi pour se promener. Je ne les ai jamais vus sortir, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention non plus. Soudain, je me sens presque violée dans mon intimité. Les nuits nous appartiennent à Clara et à moi, de sorte que je n'avais commencé à penser qu'il y en avait de même pour l'île. Il n'y a qu'une paire, dit Clara en s'agenouillant pour retracer du doigt le rebord du cuir, ses longs cheveux lui barrant alors le visage. Tu t'imagines vivante ou seule ici, sans même un chien de compagnie? Il y en a peut-être un. Si c'était le cas, il aurait déjà aboyé. Elle se relève et me sourit. Mais pour nous, c'est mieux qu'il n'y ait qu'une personne. Ce sera plus facile de nous faufiler pour monter dans le bateau. Je lui rends son sourire, et nous restons à nous regarder dans le froid de la nuit. Puis nous nous embrassons pendant une bonne minute. Nos nez se touchent et puis nous enlaçons. C'est excitant, mais c'est plus que ça encore. C'est comme si elle me réchauffait intérieurement. Je me sens trépignée de joie à l'intérieur, mais c'est une joie à double tranchant. Comme si j'avais la sensation que je n'obtiendrais jamais tout ce que j'en attends. Je n'ai jamais pris de drogue à part celle qu'on nous donne dans la demeure, mais je pense que ça doit être l'effet qu'elle procure. Nous nous éloignons de la bâtisse bleue et allons jusqu'au bord de la route, là où la solide jetée en bois prend le pas sur l'asphalte et se déploie sur la mer. Quelque chose donne soudain un petit coup sur nos pieds et nous sursautons. C'est alors que nous découvrons un canot amarré à un poteau en bois. Il se met à danser à la surface puis disparaît sous la jetée, comme un enfant timide avant de revenir nous observer à la dérobée. Nous nous allongeons sur le sable rugueux et froid et nous le jaugeons. On n'ira pas loin avec ça, dis-je dans un murmure. C'est une vieille embarcation toute brinque-ballante, pourvue d'une unique pagaie. Quel que soit l'occupant de la maison, il aime visiblement salir ses bottes dans la campagne, mais de toute évidence ce n'est pas un pêcheur. Le vent s'élève et une froide bourrasque amène le bateau tout près de nous et nous fait frissonner. Non, mais on pourrait se cacher à l'intérieur. De là, on pourrait embarquer clandestinement sur le bateau de ravitaillement, pendant qu'ils seraient occupés à charger et à décharger les marchandises. Ils ne seront pas non plus sur leur garde, parce qu'ils ne s'attendent à rien. Je parie qu'il n'y a que le capitaine et le conducteur du camion à bord. T'as raison, c'est réalisable. Mon cœur bat à tout rompre. J'ai occulté le fait que je suis déficient et soudain l'avenir semble se déployer à l'infini devant moi. Il ne nous reste plus qu'à découvrir la date de la prochaine livraison. À mon avis, il y en a une tous les mois, déclare Clara. Ce qui veut dire que le prochain bateau est prévu dans 2 semaines. Je me remets debout et l'aide à se relever. Allons dans la grotte pour discuter d'un plan, dis-je. J'aime la grotte. J'aime aussi l'idée que la mer s'infiltre chaque jour et la noie, de sorte que nous la trouvons chaque jour toute fraîche, comme vierge. Nous courons jusque là-bas, nous connaissons le chemin à présent, et nous rions à pleine gorge, sachant que personne ne peut nous entendre. Nous sommes réchauffés et radieux quand nous arrivons. Nous avons apporté comme chaque fois la bougie de la chandelle que nous allumons. Ashley n'a pas encore remarqué qu'elle avait diminué.
Il est trop occupé à penser aux choses qui n'existent pas pour se soucier de ce qui se trouve juste sous son nez. Clara et moi, en revanche, nous sommes bien réels, et pour l'instant la réalité est belle. Nous posons la bougie sur un rebord creusé naturellement dans le mur, au fond de la grotte, et nous nous asseyons pour discuter. Les mots se bousculent pour sortir tellement nous sommes excités. Bien vite, nous ne sommes plus dans la grotte, mais nous fendons les flots, en route pour la liberté. Nous irons très très loin d'ici. Clara se coupera les cheveux et les teindra. Nous volerons l'identité de nos anciens camarades d'école qui ne s'apercevront même pas qu'ils n'auront plus leur passeport, et puis nous nous enfuirons dans un pays où il fait chaud et nous pourrons nous asseoir près de l'océan et vendre des objets sur la plage pour vivre. La nuit, nous dormirons à la belle étoile, nous ferons des feux de joie et nous jouerons de la guitare, chanterons des ballades. Nous nous marierons peut-être et nous organiserons une cérémonie hippie dans de vieilles ruines. Ce sera parfait. Nous courrons sans jamais nous retourner. Peut-être qu'au bout de quelques années, nous enverrons des cartes postales à nos familles pour les informer que nous sommes en vie et que nous allons bien. Il n'est pas non plus exclu que nous en fassions rien. Peu importe combien de temps il nous reste, me dit Clara d'un ton joyeux en posant la tête sur mon épaule. Ça va être fantastique. Nous nous embrassons encore, plus longuement cette fois, et nous nous adossons au mur irrégulier. Elle glisse ses mains sous mon pantalon, puis sous ma chemise. Pardon. Elle glisse, je me suis emballée. Elle glisse ses mains sous mon manteau, puis sous ma chemise. Sa respiration est aussi saccadée que la mienne, et lorsque ses doigts froids touchent ma peau, je laisse échapper un son qui se situe entre le halètement et le grognement. Tout ça n'est pas vraiment nouveau pour moi. Je suis déjà allée aussi loin avec des filles avant. Seulement aujourd'hui il s'agit de Clara. Et c'est un monde complètement différent qui s'ouvre à moi. Elle se presse plus étroitement contre moi, se cambre tandis que, de mes mains maladroites et tremblantes, j'entreprends de déboutonner son manteau. Elle me sourit et tout en s'efforçant de ne pas détacher sa bouche de la mienne, m'aide à défaire les 2 derniers boutons et ouvre mon manteau. Puis elle sort son chemisier de son pantalon, les yeux rivés aux miens. Je déglutis, et nous nous embrassons de nouveau, tandis que ses doigts tracent des dessins sur ma poitrine, mon estomac, et que mes muscles se contractent. Tout mon corps devient sensible et douloureux. Même si je brûle de la caresser, j'en suis aussi terrifiée. Et quand je glisse timidement la main sous son pull, j'essaie d'imiter ses mouvements. Sa peau est si douce, si chaude. Elle gémit soudain sur ma bouche, un son profond, terrestre et naturel. Et puis elle me saisit par le poignet et guide ma main vers son soutien-gorge. Mon cœur cogne si violemment que j'ai l'impression qu'il va exploser. Je frôle le mélange de coton et de dentelle qui maintient le poids de ses seins. Elle se serre très fort contre moi, et avant de mourir de peur ou d'impatience, je décrafe son soutien-gorge et pose la main sur sa poitrine nue. Je la tiens quelques secondes en couple, nous sachons trop que faire. Alors elle emmêle sa langue à la mienne et je me mets à caresser ses seins. Ils sont tendus et durs et sa respiration est aussi haletante que la mienne à présent. Sur une impulsion, elle détache sa bouche de la mienne et enlève son manteau. Pendant quelques instants, je me contente de la regarder, abasourdie, perdue, désarmée devant sa peau aussi diaphane que du marbre, et la coupe parfaite de ses seins. Ils sont vraiment différents de ceux de Julie McKendrick. Plus petits, plus hauts et nettement plus réels. À mes yeux d'ailleurs, elle n'est plus Clara. Enfin, elle ne l'est pas à la fois. Elle est la Clara qui est mon amie, mais également une créature étrange et mystérieuse, dotée d'un formidable pouvoir, une sirène échouée sur la grève. Elle entr'ouvre légèrement la bouche en glissant les mains dans mes cheveux et en attirant mon visage vers sa poitrine. Son odeur me donne le vertige et je me mets à la lécher, l'aspirer tout en espérant que je fais bien ce qu'il faut. Peu à peu, je m'enhardis. De son côté, Clara pose la main sur ma cuisse et se met à me caresser à travers mon jean. J'ai alors envie de la faire basculer sur le sol et de me frotter contre elle. Je perçois le sang battre dans mon crâne, pulser partout dans mon corps, et quand je ferme les yeux, je vois des étoiles derrière mes paupières. Je redresse la tête, capture de nouveau sa bouche, puis fuis heureusement cette fois mes craintes et ma timidité balayées par ce puissant désir qui m'anime. Au bout d'un moment, elle s'écarte de moi, et nous nous mesurons des yeux sans mot dire, le souffle court. Nous sommes des étrangers familiers, différents des êtres que nous étions avant, mais pas encore ceux que nous allons devenir. Elle est complètement magique. Je ne suis plus certain qu'elle soit réelle. Devrais rentrer, dit-elle, et vérifier que Giorgio va bien avant d'aller au lit. Je hoche la tête, j'arrive plus à parler. Nous soufflons la bougie et nous prenons le chemin du retour. Cette fois, nous sommes plus calmes. Nous nous contentons de nous tenir par la main et de nous sourire, de temps à autre. C'est bon, tout est bien. Même le désir dément qui vibre sous ma peau comme une fourmilière. Tu es heureux, me demande-t-elle, au moment où le manoir se profile à l'horizon menaçant. Oui. Et toi? Oui. Quand je regarde de nouveau la demeure, elle me semble moins imposante. Elle ne gagnera pas. Nous allons la quitter et la laisser derrière nous. Ok, après cet élan de torride,
On est dans une partie encore en italique, donc on revient en arrière, et à ce que j'ai pu feuilleter rapidement, on va nous raconter comment Henri, si je ne me trompe pas, c'est un autre enfant qui était dans leur chambrée tout au début, et qui est mort assez rapidement, ce qui les a beaucoup choqués. Ok, on va enfin savoir ce mystère-là. Je ne suis pas malade, je vous assure, c'est juste que je suis nerveux, ça va passer. Henri tenait ses propos à qui voulait bien l'entendre, mais personne ne le croyait. Il était évident que quelque chose n'allait pas chez lui. Vraiment pas. Il n'avait pas de mouvement convulsif à son arrivée, contrairement à ce qu'il affirmait à présent. Quand il s'est mis à parcourir la maison en essayant de contrôler les gestes désordonnés de ses bras et de ses jambes, nous avons tous éprouvé une sorte de fascination, y compris Toby, sans être dupe pour autant. C'était comme dans ces films avec prise d'otage, où l'un d'eux est désigné par les ravisseurs pour être la prochaine victime et où tous les autres regardent la malheureuse personne, incrédule, immobile, éprouvant à la fois du soulagement et de la culpabilité de ne pas être à sa place. Henri devait être le premier. Ses tics commençaient à apparaître le troisième jour. Jusque-là, bizarrement, il avait trouvé amusant le fait d'être ensemble dans cette maison. Il n'y croyait pas vraiment. La salle de jeu était toute pleine de monde et les dortoirs se mélangeaient. Même si Jack s'imposait déjà comme le chef. Il regardait les films que ce dernier choisissait, jouait aux jeux qu'il proposait, ils se mentaient mutuellement sur les vies merveilleuses ou affreuses qu'ils avaient menées au... La maison bruissait de leurs conversations, de leurs rires. Au début, ils ne remarquèrent pas les premiers soubresauts. Ils se dirent que Henri devait avoir des tressaillements avant. Ce n'était pas un gamin qui attirait l'attention. Personne ne l'avait vraiment remarqué, sauf quand il avait décidé qu'il y avait erreur à son sujet à leur arrivée. Et même lorsque les convulsions étaient devenues plus visibles, par exemple quand il voulait porter une bouchée de céréales à sa bouche et qu'un mouvement involontaire de l'épaule l'en empêchait, les autres se contentaient de détourner les yeux et de rire. Henri était un garçon nerveux et impressionnable. Ces curieux spasmes faisaient sans doute partie des effets secondaires de son transport dans la maison. Je crois qu'il y a eu une erreur, c'est pas normal. Ce fut Louis qui le formula le premier, alors que Henri tenait son poignet gauche avec sa main droite pour qu'il demeure immobile, tout en arborant un air aussi naturel que possible. Ah oui, ça y est, je me rappelle de Henri. Il avait fait une première réflexion au tout début dans la maison. Il avait parlé à Matron, il avait dit que c'était pas possible que lui soit là parce qu'il ne se sentait pas déficient. Apparemment, il a dit ça et en fait, malheureusement, il est mort le premier ou dans l'un des premiers en tout cas. Au bout de 3 jours, c'est rapide. Ce fut Louis qui formula le premier alors qu'Henri tenait son poignet gauche avec sa main droite pour qu'il demeure immobile, tout en arborant un air aussi naturel que possible. Toutefois, Toby voyait nettement que c'était au prix d'un gros effort. Les doigts de sa main gauche étaient crispés et agités, comme si Henri tentait de maîtriser un poison gluant et suffocant. « Tout va bien, Henri ?» avait demandé Will. « Tu devrais peut-être aller voir Matron. »« Il n'y a aucun problème, » avait répondu Henri en s'efforçant de sourire. « C'est rien, ça m'arrive parfois. » Ok. Will avait haussé les épaules et s'était replongé dans les films de science-fiction sur l'écran. Louis avait lancé un coup d'œil à Toby. Will était parfaitement imperméable à la peur tapie dans les prunelles de Henri. Mais quelle que fût l'origine des convulsions, celle-ci n'était pas normale. Les infirmières le regardaient elles aussi, les yeux dépourvus de la moindre émotion. Elles évaluaient son état. Henri craqua le troisième jour, brutalement. C'était l'heure de la collation et ils étaient assis à la table, avec ceux de son dortoir, essayant de porter une cuillerée de soupe à sa bouche. Le garçon qui se tenait près de lui l'aidait. Tout le monde les observait. Il était impossible de faire autrement. Même Toby, qui aurait voulu détourner les yeux, n'y parvenait pas. Il y avait quelque chose de terriblement fascinant à regarder quelqu'un se briser, surtout pour la première fois. De sa table, Jack scrutait lui aussi la scène. « Henri, tu deviens un handicapé tout bavant ou quoi ?» Il avait passé sa langue derrière sa lèvre supérieure et avait poussé des grognements tout en agitant les bras. Tout le monde s'était mis à rire et même Toby avait souri. Il avait soudain éprouvé le sentiment inédit d'appartenir à un groupe. Le garçon qui aidait Henri avait repoussé la cuillère. Personne ne contredisait Jack. Henri avait regardé fixement ce dernier pendant un bon moment, alors que les yeux de Jack brillaient de malice, les siens s'apparentaient à 2 cavités noires où sourdait une peur qu'aucun ne pouvait comprendre. Henri se trouva à l'intérieur d'une bulle, les autres à l'extérieur, et quand il éclata brusquement en sanglots, la frontière fut définitive. « Je veux voir ma maman, je veux rentrer à la maison !» C'était un pleurnichement de bébé, pas très fort, mais les glaça tous. Il y a bien eu quelques gloussements gênés, puis le silence se fit. Des bruits de chaises s'ensuivirent, Tommy sentit sa gorge se nouer, et il eut soudain très mal au cœur. « Je ne veux pas être ici, je ne veux pas mourir !» Henri commença à s'agiter sur sa chaise et regarda avec obstination les infirmières. « Je veux pas mourir, je veux rentrer à la maison, je veux ma maman !» Les infirmières l'observaient, elles aussi, visage impassible, et d'une certaine façon, c'était encore plus effrayant que la panique qui se lisait sur le visage de Henri. Personne ne manifesta beaucoup d'appétit après cette scène. Henri balaya le réfectoire du regard en quête de soutien,
mais chacun avait les yeux rivés à sa nourriture désormais insipide. Toby le jaugea et sut immédiatement qu'il était fichu. Cela se lisait sur le visage en sueur du jeune garçon. Il comprit aussi que cette crise venait d'enclencher un changement irréversible. Henri les avait confrontés à une réalité qu'ils ne pouvaient voir et personne ne lui pardonnerait jamais. Quand Toby repensait à cette scène et à la façon dont le pauvre Henri était devenu un paria en un rien de temps, un indésirable que chacun aurait voulu les réduire au silence, il avait conscience que celui-ci avait formulé à haute voix ce que tous ressentaient. Toutefois, si ce dernier souhaitait partager sa terreur avec les autres, ceux-ci s'efforceraient précisément de gérer seul la leur. Dès lors, lorsque chaque dortoir se referma sur lui-même pour se protéger, Henri fut le seul nom que personne ne prononça plus jamais. Après la collation, chacun se hâta de regagner son dortoir, commentant ce qui venait de se passer. Henri avait essayé de saisir par le bras les enfants les plus jeunes au moment où ils passaient devant lui, arguant que ces tics ne signifiaient rien, qu'il était juste fatigué, qu'il n'était pas malade. Mais chacun s'était vivement dégagé sans croiser son regard et s'était éclipsé. Il avait ensuite plongé dans une sorte d'apathie, mais au bout d'une heure, tous l'avaient de nouveau entendu pleurer. Il appelait sa mère, puis il se mettait à hurler. La scène dura jusqu'à sa voix devienne toute rauque. Toby se demanda alors s'il n'avait pas la fièvre. Je voudrais vraiment qu'il se taise, avait dit Louis. Pourquoi est-ce qu'il ne se tait pas? Will fredonnait doucement une chanson pour lui-même. Toby sortit du dortoir pour consacrer sa soirée pour la première fois à un bain très long, laissant l'eau couler jusqu'à ce qu'elle noie les sons qui lui nouaient l'estomac. Pourtant le nœud ne le quitta plus jamais. La boule de peur qui s'y logeait désormais était née cette nuit-là. À la fin, les infirmières avaient dû administrer des sédatifs à Henri, car lorsque Toby sortit de nouveau de la salle de bain pour revenir au dortoir 4, le manoir était silencieux. Le lendemain matin, Henri n'était plus là. De même, toute trace de lui avait disparu. Ses vêtements, sa brosse à dents, ses pantalons, son t-shirt illuminé qu'il portait tout le temps, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Tout ce que ma tante déclara, c'était que Henri avait été amené au sanatorium. Elle l'avait formulé en une phrase courte et dure, qui ne laissa aucune ouverture pour les questions. Personne ne mentionna plus jamais le nom de Henri. C'était plus facile ainsi. Il pouvait même imaginer que rien n'était arrivé. Mais pour Toby, ce ne fut pas aussi aisé. La nuit où on emmena Henri correspondait à la première où il n'avait pas pris ses vitamines. Il ne savait même pas pourquoi il avait agi ainsi. Sa gorge était sèche et serrée. Il voulait avoir la sensation de conserver un léger contrôle sur sa vie, à savoir ne pas tout accepter, et c'était la seule solution qu'il avait trouvée. Un moment de rébellion. Il obtint plus que ce qu'il avait cherché. Ce fut en effet la première fois qu'il entendit le grondement de l'ascenseur et le grincement régulier des roues du lit. Mais ce ne serait pas la dernière. Décidément, Henri leur avait beaucoup appris, même s'il tenta à présent de l'effacer de leurs souvenirs. Et pourtant, grâce à lui, il avait compris qu'il ne servait à rien de pleurer, tout comme il était parfaitement inutile d'appeler à l'aide. Et surtout, il avait appris que quand votre heure sonnait, vous vous retrouviez seul avec vous-même. Lorsqu'un deuxième garçon tomba malade, une seconde leçon s'ajouta à la première. Il n'y avait pas une seule façon de s'en aller. Aucun symptôme précis n'existait. De sorte qu'à bien y penser, toute chose révélait une dimension effrayante. Ok. Je dirais que cette fois-ci, là c'était 2 chapitres en même temps. C'est un peu les montagnes russes, je dirais, parce que un coup ça va bien, un coup ça va mal, c'est un peu difficile dans cette maison, mais pour tout le monde quoi. Je veux dire, même le petit oiseau, un coup il est plein de vie, on dirait qu'il va survivre, le lendemain il a plein de pus qui sortent de son aile, on a l'impression qu'il va mourir d'un seul coup. Là c'est pareil, on commençait à avoir une relation avec Clara et Toby, ça devenait de plus en plus chaud, ça devenait vivant, et puis d'un seul coup on retombe sur l'histoire de Henri qui est mort. C'est mis souvent en parallèle dans ce livre-là, la mort et la vie, et surtout les moments de doute, de courage aussi, où ils sont obligés, ces enfants, de continuer à vivre malgré tout. Maintenant, on commence à en savoir un peu plus sur leur arrivée et les premiers morts, mais apparemment, c'est vraiment beaucoup de symptômes, c'est pas qu'une maladie. Puisque là, il avait des tremblements Henri, et Laurie, lui, il avait plutôt des symptômes du genre gros rhume, une grosse grippe, et il était assez apathique. Ce qui est étonnant, c'est que son frère jumeau s'en est pour l'instant sorti apparemment. Je me demande qui va être le prochain du coup qui va y passer, et puis peut-être qu'avant ça ils vont enfin réussir à s'enfuir. Clara et Toby, apparemment ils ont dit que c'était dans 2 semaines que le bateau devait revenir et qu'ils essaieront de fuir. Cette idée de défission, elle est un peu bizarre, elle me fait penser tout le temps au film de Divergente, clairement, mais là il y a eu des paroles à un moment donné, on nous a parlé d'un mal qui avait eu lieu et que c'était les répercussions. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une suite de Divergente, parce que dans le film les déficients ça s'est créé parce que les personnes ont voulu avoir des qualités particulières, et en fait avoir une qualité très élevée ça donne en même temps un défaut. Par exemple, le soin des érudits, ils sont hyper intelligents mais en même temps parallèlement ils manquent complètement d'empathie, et c'est comme ça pour tous en fait, pour tous les divergents qu'il y avait.
Et donc là, ça me rappelle un peu cet univers-là où il pourrait être des déficients, donc des gens d'un ancien monde, d'un ancien problème très important qui maintenant a été résolu. Et comme on a peur que ça se reproduise, les déficients, on les envoie dans ce manoir-là. En même temps, c'est un peu bizarre, on dirait qu'ils font des expériences sur eux, puisqu'ils continuent leur prise de sang, ils continuent à beaucoup les observer. D'ailleurs, on a enfin une infirmière qui a été gentille cette fois-ci, et qui leur a parlé, peut-être qu'elle va les aider par la suite, je ne sais pas. J'espère, pour eux. Les aider à s'enfuir, ou moi leur apporter un peu de réconfort, et on voit que c'est des enfants, surtout Will qui est encore très jeune, et qui du coup s'accroche directement à cette jeune femme qui est une adulte qui pourrait représenter une mère pour lui. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne aussi chaud entre Clara et Toby, je m'attendais plus à ce que qu'ils s'enfuient cette nuit en fait. Ça va arriver. Alors, je ne sais pas s'ils vont vraiment réussir, je pense que le livre ne s'arrête pas là, donc ils vont forcément avoir des péripéties, être empêchés, etc. En tout cas, Toby, lui, dort moins. Peut-être qu'il lui fallait une raison de vivre qui est maintenant Clara. Je m'attendais à ce que ce soit plus gênant de lire des trucs qui commencent à devenir vachement érotiques, mais ça va encore. Parce que d'habitude c'est très intime quoi, quand on les lit pour soi-même. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a vu. Là, l'histoire commence vraiment à se développer. Je pense qu'on va arriver... Enfin, on arrive déjà, mais on va arriver dans un cœur de l'action encore plus fort. Je me suis demandé juste lequel va y passer cette fois-ci, lequel va être malade. Je me dis que ça peut arriver, ça peut être n'importe lequel. Ça peut tomber sur Will, ça peut tomber sur Louis. Maintenant qu'en plus Joe va un peu mieux, ça pourrait être n'importe lequel qui d'un seul coup fait une chute et on peut même perdre un personnage principal. Bref. Mais écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Et puis je vous retrouve bientôt pour une suivante. J'essaie de sortir celle-ci aux alentours d'Halloween. Allez, je vous laisse. Je vais souffler cette petite citrouille. Tchum, 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 tchum.